Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle preview de Multi-21. Je suis en compagnie d'Aurélien Attard. Comment vas-tu, Aurélien ? Bonjour Clément, ça va très bien et toi ? Ça va super bien puisque cette semaine c'est la fête, c'est le 1000e Grand Prix de l'histoire de la F1. Ça se déroule à Shanghai sur le circuit du Shanghai International Circuit et c'est un événement puisque nous allons assister au 1000e Grand Prix de l'histoire de la F1. Ah oui, c'est ça. Le premier, c'était en mai 1950 et puis nous arrivons au 1000e. Donc un grand événement qui commence déjà à être fêté par la Formule 1. On peut voir plusieurs vidéos commémoratives sur leur compte YouTube et d'articles, en anglais dans le texte sur le site officiel. En revanche, c'est un petit peu triste que cet anniversaire se fasse sur le circuit de Shanghai qui est, on va pas se mentir, un circuit qui est un peu terne, pas très folichon, absolument plat, pas de virage très très intéressant au final. Mais, on pourrait tout de même assister à une bonne course car il y a pas mal d'enjeux. Tout à fait, il y a pas mal d'enjeux. Alors on va résumer, on va expliquer ces enjeux tout au long de cette vidéo. On va parler bien évidemment de Mercedes, de Ferrari, de Renault, de Red Bull, de Racing Point, de Haas et de toutes ces écuries qui doivent performer ce week-end. Mais pour revenir un peu sur les événements, c'est vrai que ce circuit est un peu plat. C'est un circuit qui fait 5 km 451, qui est, on en parlait hors antenne, le plus vieux circuit du calendrier dans son format actuel, puisque tous les autres circuits ont été resurfacés depuis, quelques virages ont été modifiés, pas lui. Donc c'est le premier Grand Prix s'est déroulé en 2004 en Chine, la même année que Bahreïn, le Grand Prix d'il y a 2 semaines. Et par contre, par rapport à Bahreïn, on n'a pas de course de nuit, on n'a pas d'artifice de ce genre-là. Donc c'est vrai que ça paraît un peu un décor terne pour un 1000e Grand Prix qui pour l'instant n'a été fêté qu'à travers des collections de vêtements en partenariat avec des grandes marques ou des articles. Donc on attend beaucoup plus d'événements pour ce week-end et peut-être qu'on verra des anciennes F1 sur le circuit, peut-être qu'on verra une commémoration beaucoup plus importante le dimanche de la course. Alors si on revient sur les enjeux de ce week-end, le premier enjeu il est sur un homme, Sébastien Vettel, puisque Vettel a vu Bottas remporter le premier Grand Prix, a vu Leclerc quasiment s'imposer au deuxième et finalement Hamilton l'a remporté. Bref, Vettel doit se ressaisir et doit gagner ce week-end. Oui, bien sûr, entièrement d'accord avec toi. Hein. Des hommes forts de cette première partie de saison, donc les 2 pilotes Mercedes, les 2 pilotes Ferrari et Max Verstappen, Vettel est le seul à pas être monté sur un podium. Donc il faut qu'il se ressaisisse. Leclerc vient de lui passer devant au championnat. Bahreïn, le Monégasque était vraiment, il avait l'ascendant psychologique sur son équipier. Il a bravé les consignes, preuve qu'il se sent nettement en confiance, qu'il se sent nettement supérieur à Sébastien Vettel. Donc du coup, voilà, faut que l'Allemand réagisse et faut que cette réaction se fasse le plus tôt possible, donc en Chine. Alors tu as évoqué les consignes que n'a pas respectées Charles Leclerc. C'est vrai que l'information est arrivée après l'enregistrement de notre débrief du Grand Prix de Bahreïn. Qu'en as-tu pensé de ces informations ? Est-ce que pour toi, ça y est, Charles Leclerc est déjà là en position de prendre le pouvoir ? Comment va réagir Sébastien Vettel par rapport à ça ? Est-ce qu'on est déjà dans une guerre psychologique dans le garage ou est-ce que Binotto et ses équipes peuvent calmer le jeu entre les 2 pilotes encore ? Oui, écoute, je sens que Leclerc a uniquement bravé les consignes parce qu'il sentait qu'il était plus rapide et puis de toute façon il a démontré en dépassant assez facilement Vettel et en prenant le commandement et en creusant l'écart assez facilement là aussi. Donc à mon avis, Leclerc a bravé les consignes uniquement parce qu'il pouvait jouer les gagnes et pas parce qu'il avait envie de dépasser Vettel, quoi. Donc si à l'avenir on devait intimer à Leclerc l'ordre de rester derrière Vettel sur des tracés où le Monégasque sentirait qu'il n'est pas en mesure d'aller chercher la victoire, il s'exécuterait. Donc je vois plutôt ça comme une sorte de faille dans la matrice Ferrari, pas vraiment un signe de véritable rupture.
si on parle de l'enjeu pour la victoire, alors depuis l'ère des V6 hybrides, depuis l'avènement de l'ère des V6 hybrides, c'était un circuit réservé aux Mercedes où il faisait pole, victoire et le plus souvent meilleur tour. Mais l'an dernier nous a montré une petite différence avec une pole de Vettel et une victoire de Daniel Ricciardo, certes sous certaines conditions, mais est-ce que les Red Bull et les Ferrari peuvent y croire sur le circuit, ou est-ce qu'on est véritablement sur un circuit dédié aux Mercedes ? Oui, bah depuis 2014, voire même avant, à la fin de l'ère des moteurs V8, Shanghai c'est un petit peu le territoire Mercedes. Depuis 2012, ce sont des pilotes Mercedes qui signent la pole, seule exception 2018 avec Sébastien Vettel, et pourtant en course c'est Bottas qui semblait se diriger vers la victoire, donc avant une voiture de sécurité qui a un petit peu joué en faveur des Red Bull et de Daniel Ricciardo. Et non, Shanghai c'est un circuit vraiment taillé pour les Mercedes, température pas trop élevée justement, ce dont les Mercedes raffolent, et surtout deux grandes lignes droites, donc celle opposée au stand et la ligne droite des stands, et c'est bien sûr là que les Mercedes peuvent faire parler les chevaux. Bon, bien sûr, cette année, ça risque de changer, étant donné que Ferrari semble avoir pris l'ascendant côté performance pure. Tout à fait, et puis non seulement ils semblent avoir pris l'ascendance côté performance pure, Toto Wolff l'a évoqué, mais en plus tu en parlais, il y a deux lignes droites, dont la deuxième plus grande du calendrier, ou troisième plus grande maintenant qu'on a ajouté le Castellet du calendrier. C'est la ligne droite du retour qui fait 1 km 200 et dans lequel le DRS qu'on a vu avoir une importance énorme à Bahreïn peut avoir son importance aussi et peut permettre au Red Bull de continuer à coller les voitures malgré leur faible vitesse de pointe, et peut permettre à Ferrari de prendre l'avantage avant la suite des virages plus lents. Tu parlais d'écuries avec des hautes performances moteurs, parlons d'écuries avec des basses performances moteurs, parlons de Renault. Renault qui a eu beaucoup de mal pendant ses 2 premières courses de la saison, qui a vécu une fin de week-end catastrophique à Bahreïn avec un double abandon dans les derniers tours. Renault qui est 7ème du championnat avec 6 points, donc c'est clairement pas une bonne performance. Est-ce que tu penses que c'est un premier week-end de retour pour Renault ? Est-ce que c'est encore trop tôt pour qu'ils fassent leur comeback ? Est-ce qu'il faut attendre l'Europe ? Ouais, je suis de l'avis du second avis justement, du fait qu'il faut attendre l'Europe, et donc plutôt le Grand Prix d'Espagne plutôt que celui d'Azerbaïdjan où c'est un petit peu la loterie chaque année. Donc c'est vraiment là que Renault devra effectuer un retour en force. Après on n'est pas à l'abri bien sûr d'une double Q3 et d'un double top 10 en course en Chine côté Renault. De toute façon, tu as le cœur du peloton qui se tient en 7 points. Tu as Alfa Romeo qui est 4ème avec 10 points et Toro Rosso 9ème avec 3 points, donc c'est assez compact. En Australie comme à Bahreïn, c'était assez difficile de se dire qui va finir meilleur des autres. Donc ouais, c'est assez difficile de juger au final. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Je pense qu'effectivement, c'est un circuit en plus où au niveau du milieu du peloton, ça se brasse chaque année. On n'a pas de réalité d'une année à l'autre. Il y a 2 ans, Racing Point, enfin Force India à l'époque, et puis As nous semblait très performant sur le circuit. L'année dernière, c'était McLaren et puis Renault qui semblait en plutôt bonne position. Et finalement, au cours de la saison, on s'est rendu compte que c'était un peu plus trouble que ça, la hiérarchie. Donc moi, je vois une bonne course des McLaren, si on parle du milieu du peloton, et des Renault, donc c'est-à-dire des écuries un peu censées être des top teams sur un circuit comme ça. Et pour les Alfa Romeo, pour les As, elles resteront juste derrière puisqu'elles profitent d'un moteur Ferrari avec quasiment la configuration usine et que ce moteur fonctionne plutôt bien depuis le début de la saison. Après, voilà, entre ces 4 écuries, moi je donne ce classement-là, mais on ne serait pas étonné de voir As devant et puis McLaren derrière. Enfin, c'est assez trouble entre ces 4 écuries pour l'instant. Justement, on a ces 4 écuries un peu dans ce peloton de poche. Et juste derrière, on a 2 voitures qui semblaient être au niveau lors des essais d'avant-saison et qui pour l'instant sont un peu derrière. C'est les Racing Point et Toro Rosso. Est-ce que tu les vois
un peu recoller ce week-end, ou est-ce que pareil, on est toujours avant l'Europe, donc c'est un peu une période de transition entre les 2 premières courses et l'arrivée des évolutions? Est-ce qu'ils resteront un peu derrière, ou est-ce qu'on peut espérer de Sergio Pérez, d'Alexander Albon, de Daniel Kvyat, voire de Lance Stroll, des bonnes performances? T'as Racing Point justement qui parlait d'une arrivée perpétuelle d'évolution du Grand Prix d'Australie au Grand Prix d'Espagne inclus. Donc ce serait pas surprenant de voir les Racing Point justement gagner en performance au fil des courses. Donc bon, bien sûr ils ont scoré moins de points à Bahreïn qu'en Australie, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne performance de cette écurie en Chine. Bon, bien sûr, je mets ma petite pièce sur Sergio Pérez plutôt que sur Lance Stroll, qui est d'ailleurs comme Giovinazzi ne semble pas trop aimer ce circuit de Shanghai. Après, concernant Toro Rosso, étant donné que cette année il partage de nombreux éléments en commun avec Red Bull, là aussi ce serait pas surprenant de les voir bien faire. L'année dernière c'était assez compliqué pour les pilotes, en même temps Shanghai est un circuit, donc comme on l'a dit, qui a de très grandes lignes droites, donc pour le moteur Honda à l'époque bien sûr ce n'était pas fameux, mais bon, cette année comme on a pu voir d'ailleurs, Vettel dépasser une Ferrari en Australie, au DRS, donc ça veut bien dire que le moteur Honda a gagné en performance. Donc pourquoi pas là aussi voir les Toro Rosso comme les Red Bull bien performer sur ce circuit. Alors justement, faisons notre point équipe par équipe sur les duels entre équipiers. Si on reprend dans l'ordre hiérarchique du classement constructeur, qui vois-tu devant dans le team Mercedes? Côté Mercedes, c'est assez difficile au final, parce que Bottas avait nettement dominé Hamilton en Australie, et puis au final à Bahreïn l'inverse s'est produit. Hamilton qui a dominé de la tête et des épaules Bottas pendant tout le week-end. Alors j'aurais tendance à dire Bottas parce que Hamilton est pas vraiment super fort en Chine. Il a gagné bien sûr, mais il a quand même éprouvé des difficultés face à Rosberg sur ce circuit, et puis Bottas semblait partir pour la gagne en 2018, donc je mets ma petite pièce sur Bottas. Écoute, moi je vais rester dans l'état de forme actuel et puis je vais dire Hamilton. Si on passe à l'écurie qui semble focaliser le plus d'attention cette année, c'est Ferrari. Qui mets-tu devant entre Sébastien Vettel et Charles Leclerc? La logique voudrait justement que je dise Leclerc, parce que c'est vraiment l'homme en forme, l'homme du moment, mais je vais dire Vettel parce qu'il faut absolument qu'il termine devant Leclerc ce week-end. Écoute, moi je vais mettre Charles Leclerc parce que je pense que Sébastien Vettel a subi un dommage psychologique. Si on parle de Red Bull Honda, troisième écurie du classement, est-ce que Max Verstappen va encore une fois surclasser Pierre Gasly, ou vois-tu un espoir pour le français? Écoute, pour moi la seule façon où Gasly pourrait dominer Verstappen, ce serait que Verstappen abandonne, sauf abandon, Verstappen en toute logique devant Gasly. Un abandon qui pourrait être possible avec Verstappen, mais je te suis. Bien sûr. Verstappen à 100%, malheureusement pour Pierre Gasly pour l'instant c'est compliqué. Pour l'instant le quatrième du classement c'est Alfa Romeo. Qui vois-tu devant entre Kimi Räikkönen qui a remporté tous les points de son écurie jusqu'à présent et Giovinazzi qui s'était illustré en Chine en se plantant 2 fois au même endroit? Exactement, tu fais bien de le dire, c'est Räikkönen qui tient l'équipe Alpha à bout de bras depuis le début de la saison. Oui, Räikkönen largement devant Giovinazzi. Je te suis là-dessus. Chez McLaren, pour l'instant, le duel entre Carlos Sainz et Lando Norris tourne en termes de points à l'avantage de Lando Norris, mais est beaucoup plus équilibré que ça si on regarde au niveau des performances. Donc, est-ce que tu vois Carlos Sainz marquer ses premiers points et passer devant, ou est-ce que tu vois Lando Norris continuer à scorer les points pour son équipe? C'est assez difficile parce que les Mercedes ont été un petit peu en proie des problèmes de fiabilité, donc assez difficile de faire des prévisions là-dessus.
je mettrais Sainz. Voilà. Si le moteur tient ou s'il rencontre pas Verstappen pendant la course, Sainz devant Norris. Bah écoute, je vais mettre Sainz comme toi. C'est vrai que lors de la dernière course, c'est clairement Max Verstappen qui lui a handicapé sa course. Sinon, il était bien parti pour signer un top 5. Chez As, pour l'instant, c'est la même chose que chez Alfa Romeo, que chez McLaren. Un seul pilote score les points. Il s'agit de Kevin Magnussen. Est-ce que tu vois la malchance de Romain Grosjean s'arrêter là, lui qui est le seul pilote non classé pour l'instant du championnat, puisqu'il a subi 2 abandons? Ou est-ce que tu vois Kevin Magnussen encore performer mieux que son coéquipier? Bah écoute, Grosjean, il a eu un abandon qui n'était pas de sa faute en Australie, un accrochage qui n'était toujours pas de sa faute à Bahreïn. Donc je pense qu'il a mangé son pain noir et donc il va dominer, enfin je vais pas dire dominer, mais il va terminer devant Magnussen en Chine. Bah écoute, je te suis là-dessus. Vive Grosjean, vive la France, vive la République. En parlant de France, de République, la fierté française, Renault est pour l'instant 7ème du classement. Et pour l'instant, entre Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg, en termes de points, ça tourne à l'avantage de Nico Hülkenberg, bien évidemment, puisque Daniel Ricciardo a subi beaucoup de soucis durant les 2 premiers week-ends de course. Mais cette fois-ci, on est peut-être sur un circuit où Daniel Ricciardo peut reprendre l'avantage. Alors qui vois-tu prendre l'avantage cette semaine, Nico Hülkenberg ou Dani Ricciardo? Bah écoute, Ricciardo s'est considérablement rapproché de Hülkenberg au fil des courses. À Bahreïn, il s'est même qualifié devant lui. Shanghai est un circuit qui réussit bien Ricciardo. Il était en contention pour la victoire dans les premiers tours en 2016. Il a gagné en 2018. Donc, comme c'est un circuit qui réussit assez bien Ricciardo et qui commence un petit peu à se familiariser avec sa Renault, je mettrai Ricciardo devant Hülkenberg. Et bien encore une fois, je vais te suivre, Daniel Ricciardo pour moi aussi. Chez Racing Point, qui vois-tu dominer l'autre? Sergio Pérez qui a marqué des points à la deuxième course ou Lance Stroll qui a marqué des points à la première? Pérez, la seule raison où Pérez a mal performé en Australie, c'est parce qu'il s'est fait avoir, pour rester poli, par la stratégie de son équipe. Donc Pérez devant Stroll, voilà, assez évident. Bah écoute, je vais mettre Lance Stroll parce qu'en cas de Grand Prix loufoque et de course un peu bizarre où la stratégie contraste, je pense que l'écurie n'hésitera pas à privilégier le jeune Lance plutôt que Sergio Pérez. Si on passe chez Toro Rosso maintenant, Alexander Albon nous a montré des très belles choses lors du Grand Prix de Bahreïn. Est-ce que tu le vois continuer à battre Daniel Kvyat ou est-ce que Daniel Kvyat va reprendre l'avantage sur Alexander Albon? Kvyat, il a un assez beau palmarès à Shanghai, puisqu'il a signé son dernier podium de sa carrière sur ce circuit en 2016. Donc avec cette information en tête, j'aurais tendance à le mettre devant Albon. Après Albon est assez bon, il est dans une bonne dynamique. T'as les têtes pensantes de Toro Rosso, dont Marco, qui le soutiennent. Mais bon, je vais rester quand même sur Kvyat. Bah écoute, je vais te suivre sur Kvyat, ça ferait plaisir de le voir encore performer sur un circuit qui lui a plutôt bien réussi. Et pour finir, Williams qui continue malheureusement à traîner en fond de classement et qui est la seule écurie à ne pas avoir marqué de points. Alors, est-ce que George Russell va dominer Robert Kubica ou est-ce que Robert va enfin réussir à faire quelque chose durant un week-end? Je te laisse me le dire. Ce qui est bien avec Williams, c'est qu'ils sont tellement lents qu'ils ne subissent même pas de problème de fiabilité. Donc dans ce cas-là, Russell, logiquement devant Kubica parce qu'il a un meilleur rythme et qu'il n'abandonne pas. Écoute, je vais te suivre, George Russell, qu'on a vu très bon durant les essais durant les essais après Bahreïn dans la Mercedes. Donc preuve qu'il a une bonne pointe de vitesse et que c'est plus sa voiture que lui le problème. Ton podium pour cette course, qui est ton pronostic, qui a terminé premier, deuxième, troisième, et quel sera ton driver of the day? Alors, pour Shanghai, je mettrai un podium avec 2 Ferrari et une Mercedes. Bien sûr, j'ose. Alors, l'ordre est assez difficile à déterminer. Ferrari était nulle part à Melbourne. Il y a eu un regain de performance venu d'on ne sait où à Bahreïn, mais ils ont payé le prix fort avec un problème de fiabilité côté Leclerc.
Donc si ces problèmes sont résolus à temps, victoire de Vettel, Bottas deuxième, et Leclerc pour compléter le podium. Et ton driver of the day? Et en driver of the day, exactement, j'allais l'oublier, en driver of the day, je dirais Vettel parce qu'il va avoir je sais pas, je le vois dans la petite boule de cristal, il va avoir un petit peu une petite escarmouche avec Bottas pour la victoire, et ça va tourner à l'avantage de l'Allemand, un peu comme à Silverstone d'ailleurs, et ça va lui valoir le prix de driver of the day. Et bah écoute, je vais mettre Hamilton vainqueur de cette course devant Charles Leclerc et Sébastien Vettel, puisque je vois bien les Ferrari effectivement bien performer, mais Hamilton restait devant. Et comme driver of the day, eh bien écoute, tentons une petite folie, tentons une petite sucrerie, tentons Daniel Ricciardo qui arracherait une 4ème ou une 5ème place et qui serait récompensé par un driver of the day. Ah ben je vois qu'on s'est mis d'accord sur deux Ferrari et une Mercedes, mais c'est l'ordre qui varie. Bah écoute, oui, c'est vrai qu'après les propos de Toto Wolff avouant lui-même que la Ferrari a beaucoup de performances, et après ce qu'on a vu à Bahreïn, et c'était le cas, c'est vrai que ça donne envie de parier sur deux Ferrari plutôt qu'une Mercedes, surtout que Ferrari a un énorme retard pour l'instant, de 39 points à rattraper, donc c'est déjà beaucoup, après 2 week-ends. Et doit impérativement performer. Donc c'est vrai que deux Ferrari sur le podium, ça nous relancerait pas mal le championnat constructeur et pilote. Ah c'est sûr. Mais il faut se méfier avec Toto Wolff, parce que c'est le genre de personne à signer un doublé avec 40 secondes d'avance sur le troisième et à dire en interview d'après course ça a été chaud, il y a eu une alerte sur la voiture, on a sué, on a transpiré, alors que voilà quoi, c'est un petit peu du bullshit. De toute façon, on sait que les directeurs des top teams, que ce soit lui, Horner, Whitmarsh à une époque, ils nous papotent un petit peu ce qu'ils veulent, ils nous disent un peu ce qu'ils veulent, et puis on prend le bon, le mauvais, et puis on voit après course ce qui était véritable. Écoute Aurélien, je te remercie d'avoir fait la preview de ce 1000e Grand Prix de l'histoire de la F1 avec moi. On espère plein d'événements pour ce week-end, on espère une course folle pour fêter dignement la F1 après 2 premières très bonnes courses, et on se retrouve après cette course pour le débrief du Grand Prix de Chine. Au revoir. Au revoir.